Je crois que t'as pas lancé. Ah si, fais voir. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de marcher, oui. Oui, 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 oui. Ça marche, Emmanuel? Non, non, il y a un petit décalage, donc t'inquiète pas, pour l'instant ça marche. Je pense qu'on a entendu le début, j'imagine. T'es pas sûr? Bon, moi j'avais pas dit grand-chose, j'avais dit merci à tous. J'avais dit merci les collègues d'être présents et j'avais annoncé cet avant-dernier conseil de la mandature 2020-2026 et surtout vous souhaitez à nouveau mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie, de pleine réussite pour cette nouvelle année et puis de continuer à travailler pour le collectif et de donner le meilleur de nous-mêmes. Et j'annonce donc le contrôle du quorum. Nous avons le quorum et j'annonce l'ouverture de cette séance de conseil municipal donc du 19 janvier 2026. Il va falloir baisser simplement le son. Je donne la lecture des pouvoirs. Marie-Hélène Deschamps à Richard Benistan, qui va pas tarder d'arriver. Ossine Bengraï à Charles Guillon. Pierre Durour à Dimitri Lahuerta et Marie-Christine Rosier à Bernard Méran. Voilà pour la lecture des pouvoirs. Tu as pas de Manon avec... Non. Nous avons donc aussi cette nomination d'une secrétaire de séance. Nadine a déjà pris le crayon et le cahier. Merci Nadine Thévenot qui s'occupe du secrétariat de séance. On va valider le procès-verbal du 1er décembre 2025. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Est-ce que nous validons ce procès-verbal? Très bien, procès-verbal validé. Nous allons passer aux décisions du maire. Il y en a quelques-unes, évidemment, que je vous invite à consulter derrière moi. On va mettre un peu de son, s'il te plaît. Mets un peu de volume parce que je monte. Voilà. C'est bon. Nous avons le tarif coffret spectacle proposé lors du marché de Noël, le marché public relatif à la reprise du mur rideau de la salle de spectacle de l'Intégrale, tarif billetterie concert Benabar, la clôture de régie, voilà les clôtures de régie. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions sur ces décisions du maire du 25 novembre au 13 janvier? Pas de questions. Merci à tous. Et nous allons donc passer aux questions en fin de conseil. Y aura-t-il des questions en fin de conseil? Personne, pas de questions pour cette fin de conseil. Très bien, j'annonce dès maintenant le prochain conseil municipal. Ça sera le dernier de cette mandature 2020-2026 qui aura lieu donc le lundi 23 février 2026 et on parlera du budget. Donc le lundi 23 février 2026 à 18h30. L'info du maire, je vais être assez court. Voilà, c'est ce que je disais en préambule. Je n'ai pas organisé les vœux du maire cette année officiellement, plutôt les vœux du candidat, pour plusieurs raisons. On est en période préélectorale, on est très limité dans notre communication, on ne peut pas dire grand-chose. Donc ça m'ennuyait de rassembler toute la population pour être extrêmement limité dans cette communication, où j'aime quand même être plutôt assez libre dans ce que je veux dire, et vous le savez. Donc on a souhaité ne pas organiser les vœux de la municipalité. On s'en excuse, mais cette période préélectorale n'est pas très favorable et ça nous permettra de faire aussi des économies cette année, parce que sinon, faire un exercice où on est trop limité, je trouve que ça n'a pas beaucoup de sens et on est très alerté, je dirais, par pas mal d'instances, les juristes, sur cet exercice qui doit être très encadré. Voilà, ça a été les décisions qu'on a prises. On va pouvoir passer directement, si vous le souhaitez, non pas au débat d'orientation budgétaire, puisque Richard n'est pas arrivé. J'aimerais qu'il soit bien là, évidemment, pour
présenter ce DOB. On va, je vous le propose, dans le rapport détaillé, laisser la parole à Nadine Thévenot pour évoquer ces deux délibérations classiques sur les tableaux des effectifs à temps complet et des effectifs à temps non complet. Nadine, à toi. Oui. Bien, bonsoir. Donc, nous devons revoir le tableau des emplois à temps complet suite au départ d'un policier municipal, puisqu'un poste d'une durée hebdomadaire de 35 heures est devenu vacant suite à une mutation. Donc, on a un recrutement en cours et en fait, à l'heure actuelle, nous avons donc 2 postes vacants de policiers municipaux. Donc, voilà, je vous demande, êtes-vous contre ces modifications ou pas ? Voilà. Et puis, alors, le personnel à temps non complet. En fait, nous avions, sur le dernier conseil municipal, on avait créé un poste de gestionnaire de services administratifs d'une durée hebdomadaire de 21 heures suite au départ d'un agent administratif. Et suite à la réorganisation de ce poste, en fait, on s'est aperçu qu'en fait, on a modifié la durée hebdomadaire initialement prévue, donc de 18h29 qui sera annualisé. Donc on crée un poste de gestionnaire administratif chargé d'accueil d'une durée hebdomadaire donc de 18h29 pour le conservatoire. Voilà. Merci. Est-ce que, Jean-Michel, tu peux me préciser les recrutements de la police municipale, parce que je sais que ça avance plutôt bien. On a d'ailleurs eu plaisir. Oui, bonsoir à tous. Donc, nous avons donc recruté donc un nouveau policier municipal qui arrivera donc au printemps. Il devait arriver un petit peu plus tôt, mais il a eu un accident et donc son arrêt a été prolongé donc de quelques semaines. Et la semaine passée, on n'a pas recruté, mais on a vu donc trois nouveaux policiers municipaux qui ont postulé pour la place, et donc trois bons candidats. Il y en a un qui sera choisi dans ces 3-là pour qu'on retombe à un effectif normal rapidement. Donc sous peu, on aura l'effectif au complet. Jean-Michel. Merci. Oui, M. Sediki. Oui, moi je voudrais revenir Bienvenue, donc Richard. cette histoire de policiers municipaux. Donc ça fait 3 ans que je suis là et ça fait 3 ans que j'entends la même chose, c'est-à-dire qu'il y a toujours un poste, 2 postes vacants. Donc voilà, et il y a toujours ce renouvellement. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a autre chose. Il y avait deux ASVP. Il y en a maintenant qu'une seule. Et d'après ce que j'ai entendu, c'est qu'elle est en arrêt maladie. Donc voilà. Ne fallait-il pas faire autrement? Alors simplement, c'est vrai que les postes de police municipaux, il y a souvent donc un turnover. Claudine, elle est partie parce que son mari a été donc muté à Bourg-en-Bresse, donc elle est allée rejoindre son mari à Bourg-en-Bresse. Voilà pourquoi Claudine est partie. Et puis bon, les policiers, dès qu'ils ont fait 2 ans, 3 ans, et ils ont envie de voir autre chose. Ils ont envie de, voilà, ils ont vu le tour ici, donc chez nous, et ils ont peut-être envie de voir autre chose. C'est aussi la chasse, comme vous le savez tous. La chasse à l'argent aussi, puisque les policiers municipaux sont très très demandés. Il en manque 4500 en France. Donc souvent les collectivités, ils mettent des sommes plus importantes. Et puis vu qu'ils ne sont pas un peu de la région, ils vont voir ailleurs ce qui s'y passe. C'est pour ça qu'on a un turnover fréquent sur la police municipale. Mais on a simplement, voilà, on a des bons retours sur ceux qui viennent sur Belay. Il y a des bons retours, c'est pour ça qu'il y en a qui ont postulé, parce qu'ils ont des bons retours sur Belay. Mais voilà, on a des bons candidats, mais il y a un turnover qui est fréquent. C'est dans toutes les polices municipales de France et de Navarre. Et la SVP, on avait fait donc un choix à l'époque de reprendre uniquement un seul SVP. Elle a eu un accident il y a quelques semaines de cela, et elle devrait pouvoir reprendre ces jours-ci, voilà, d'ici la fin du mois. Moi, j'ai pas trop de surprises sur le sujet. On a eu des personnes qu'on a formées qui venaient certains c'était des militaires,
Ils se sont formés à la police municipale, ils ont fait leurs premières armes à Belay. Ils sont restés 2, 3 ans ou 2 ans pour certains, et puis après ils ont voulu aller chercher du mouvement. Ça veut dire qu'on a apaisé la ville, c'est bon signe, c'est qu'ils veulent aller chercher des secteurs où ça bouge beaucoup plus. Claudine, c'est un rapprochement. Alain voulait changer aussi de métier, parce que la PM, c'est aussi des métiers qui sont difficiles. Il y en a qui souhaitent autre chose, du changement. Donc, ce qui est très positif, c'est que là, on a recruté par exemple Anthony, qui était un ancien militaire aussi, qui était sur le secteur d'Annecy, qu'on a réussi à capter. Moi, je pense que c'est plutôt sain d'avoir 2-3 ans, parce qu'après, ils font quand même le tour de la commune. C'est pour ça qu'on a été sur de la police pluricommunale. C'est une fois que vous avez fait 40 000 fois le tour de Belay en patrouille pédestre, véhicule, ils commencent à bien connaître la commune. Donc l'avantage de la police pluricommunale, on étend leur champ d'intervention. C'est aussi pour eux plus passionnant, plus intéressant. Là, on va arriver à un effectif complet, 6 PM, un chef de police, seulement une ASVP, vous avez raison, on n'a pas voulu renouveler la deuxième ASVP. On va rester avec une ASVP pour l'instant, donc qui assure toute la réglementation sur le stationnement, et une assistante administrative. Voilà. Après, comme l'a très bien dit Jean-Michel, c'est des profils qui sont recherchés. Mais certains vont aussi travailler de nuit. Ils proposent la nuit. D'autres services proposent aussi la brigade motorisée. Donc, ils vont chercher aussi des missions qui sortent un peu du commun, ou en tout cas de ce qu'on peut proposer au sein de la ville de Belay. Mais en tout cas, aujourd'hui, on aura l'effectif au grand complet, on en est très heureux, et c'est un service qu'on a structuré dès le départ. On a mis du temps à le structurer, ça n'a pas été simple, mais il apporte, en tout cas c'est essentiel d'avoir cette PM à nos côtés et qui fait un travail remarquable. Je voulais juste annoncer le pouvoir aussi de Manon Turchi à Jean-Yves Edon. Et voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet des tableaux à temps complet, non complet? Tu veux finir le non complet, Nadine? Tu avais tout présenté? Tu as tout présenté. Bien. Est-ce qu'il y a un vote contre cette délibération, enfin ces 2 délibérations, tableau des effectifs à temps complet, non complet, pas de vote contre, pas d'abstention, voté à l'unanimité. Merci. Est-ce que Richard, tu es prêt? Tu veux que je refasse une autre délibération en amont? Non? Bien. Avant de laisser Richard présenter le DOB avec l'appui d'Anthony Mario, moi je tenais à remercier Richard Bénistan, remercier Laure Briand, remercier Christelle Nardini, donc Laure Briand qui est notre directrice des services financiers, Christelle Nardini notre DRH, saluer aussi notre présidente de la commission finance, Virginie Berthelon, voilà, qui sur tout ce mandat, voilà, tous se sont fortement impliqués. Richard a aussi, avec Enzo, on avait retravaillé un nouveau support sur le DOB qui permet quand même beaucoup plus de clarté. J'espère que ça a été apprécié sur ce mandat. On reste sur ce même format. Donc je voulais, comme c'est le dernier DOB de ce mandat, je voulais remercier vraiment chaleureusement Richard et l'ensemble des équipes pour tout le travail mené, et de transparence, de lisibilité des comptes, et puis de vision sur les politiques qu'on a pu mener depuis 6 ans. Et je vais lui laisser la parole, et voilà, je suis très reconnaissant de toute son action en la matière. Cher Richard. Merci Dimitri, merci Monsieur le maire. Anthony, je fais juste une petite intro avant de vous laisser la parole, comme le veut la coutume, sur la première partie. Donc effectivement, un DOB qui va essentiellement focuser sur l'année qui démarre, puisqu'on arrive à la fin du mandat. Et on répondra à toutes vos questions tout au long du document ou à la fin si vous le souhaitez. On a fait quelques petites mises à jour, ou compléments plutôt d'informations, pas des mises à jour, des compléments pour être encore peut-être plus descriptifs par rapport à un document qui était parti la semaine dernière pour l'ensemble des élus. Donc voilà, ne nous en veuillez pas, et on ajoutera des éléments grâce à ça. Allez Anthony, je vous laisse démarrer. Merci Richard, bonsoir à toutes et à tous.
Donc très classiquement, le DOB il est constitué de plusieurs parties. Je vais vous évoquer les éléments de contexte international, puis on reviendra sur le volet national. Donc ce contexte économique international constate une croissance qui reste stabilisée à l'échelle mondiale et avec une baisse de l'inflation. En 2026, la croissance mondiale devrait atteindre 3,1% selon les dernières projections du FMI et de l'OCDE. Ce niveau marque une légère baisse par rapport à 2025, puisqu'on était à 3,2% dans un contexte de ralentissement des échanges commerciaux, de tensions géopolitiques persistantes et de politiques protectionnistes renforcées, notamment aux États-Unis. Dans la zone euro, la croissance économique est estimée à 1,1% pour l'exercice 2026, après une progression de 1,2% en 2025. Ce rythme modéré s'explique par une demande intérieure faible liée à la perte de pouvoir d'achat des ménages, au coût élevé des crédits, à la prudence des entreprises face aux incertitudes économiques et à des politiques budgétaires restrictives dans plusieurs États membres. L'inflation mondiale poursuit sa décrue. Après avoir atteint 4,4% en 2025, elle devrait s'établir à 3,6% en 2026 selon le FMI. Et dans la zone euro, la Banque centrale européenne prévoit une inflation à hauteur de entre 1,6 et 1,8% pour 2026, en tout cas en dessous de son objectif de 2%. Grâce notamment à la baisse des prix de l'énergie, notamment en France, et à l'appréciation de l'euro et à la modération des tensions sur les salaires. Malgré ces signes d'apaisement, les perspectives économiques restent fragiles, les risques géopolitiques demeurent importants. Donc ces risques géopolitiques, ces incertitudes persistantes ont un effet sur la croissance économique mondiale. Cet environnement géopolitique mondial reste marqué en effet par une forte instabilité, susceptible d'impacter durablement les perspectives économiques. Donc plusieurs foyers de tension continuent d'alimenter l'incertitude. Donc nous avons la guerre en Ukraine qui est toujours en cours et qui perturbe les chaînes d'approvisionnement énergétique et agricole, notamment en Europe. Et ce qui fait qu'on a aujourd'hui une volatilité importante sur les marchés. Les conflits au Moyen-Orient qui, à l'échelle de tensions régionales, qui impliquent également l'Iran, pourrait avoir des risques exacerbés sur le prix de la pétrole et sur la sécurité des échanges commerciaux dans cette région du monde. Des rivalités sino-américaines qui se traduisent par des mesures protectionnistes, des restrictions technologiques et une fragmentation croissante de la chaîne des valeurs mondiales. Des élections majeures qui sont prévues en 2026 dans plusieurs grandes économies, États-Unis, Inde, qui pourraient entraîner également des changements de cap politiques et économiques avec des effets sur les marchés financiers et les politiques commerciales. Bien entendu, le risque climatique et migratoire, de plus en plus présent, qui peut accentuer les tensions sociales et géopolitiques, notamment dans les régions les plus vulnérables. Ces incertitudes géopolitiques renforcent la prudence des investisseurs, ralentissent les flux commerciaux et compliquent la coordination des politiques économiques internationales. Elles constituent donc un facteur de risque majeur pour la stabilité économique mondiale en 2026. Donc, pour ce qui relève des éléments nationaux et européens, donc, comme je l'ai évoqué, la croissance, et notamment pour la France, la croissance française a été particulièrement dynamique au troisième trimestre 2025, notamment grâce à la bonne performance de l'aéronautique, dont le rythme de livraison continuerait d'augmenter au cours des prochains trimestres. L'incertitude politique a coûté entre 0,2 à 0,3 points de pourcentage de croissance en 2025. Elle continue à freiner la reprise en 2026, et en particulier sur la consommation des ménages et l'investissement des entreprises. En termes d'inflation, l'inflation française est la plus faible de la zone euro du fait de la baisse des prix de tarifs réglementés d'électricité, de 15% en février 2025, et une inflation française qui resterait modérée en 2026, même si la fin de l'Arenh en décembre 2025 va directement impacter les coûts de l'électricité, avec la disparition du tarif régulé et des prix plus volatiles indexés sur les marchés. On constate également un ralentissement de l'emploi. Au troisième trimestre 2025, l'emploi salarié privé a diminué de 0,3% après une augmentation de plus 0,2% au trimestre précédent. Les contrats d'alternance ont représenté environ les 2/3 de cette baisse. Sur un an, l'emploi salarié privé a baissé de 0,5% par rapport à l'année précédente. Et il s'agit du 4e trimestre consécutif de la baisse d'une année sur l'autre après les 4 ans d'augmentation. Un taux de chômage attendu en légère hausse. Le taux de chômage est resté stable au deuxième trimestre 2025 à 7,5%.
Il augmenterait légèrement en 2026 à 7,6, la croissance du PIB étant entendue sous son potentiel l'an prochain dans un contexte d'incertitude politique persistante. Voilà pour ce qui concerne les éléments, je dirais, exogènes sur le volet international et national. Donc par rapport à ce projet de budget primitif 2026, qui est dans un temps encore sur la loi de finances, hein, je suis sur le budget de l'État, donc très bien. Donc vous savez qu'aujourd'hui, cette élaboration de ce budget municipal intervient dans un contexte national particulièrement incertain. Hein, voilà, donc la volonté du gouvernement aujourd'hui affichée est de redresser les comptes publics tout en maintenant les priorités stratégiques de l'État. Donc nous sommes aujourd'hui dans un projet de loi de finances incertain. L'ambition aujourd'hui affichée du gouvernement est de ramener un déficit public à hauteur de 4,7% du PIB en 2026 contre 5,4% en 2025 et 5,8% en 2024. Et sous la barre des 3% en 2029 en vue d'une sortie de la procédure déficit excessive qui a été engagée par l'Union européenne à l'encontre de la France. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement mise sur une baisse des dépenses de l'État, hors défense nationale, donc de l'ordre de 30 milliards d'euros, même si aujourd'hui il y a des annonces récentes du Premier ministre. Une hausse ciblée sur les recettes fiscales, et notamment pour la reconduction de contributions sur les revenus et l'instauration d'une taxe sur les holdings patrimoniales. Et puis également le gel du barème de l'impôt sur les revenus, une mesure exceptionnelle qui était destinée à générer près de 2,2 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Je répète, les annonces récentes du Premier ministre font évoluer ces appréciations. Donc l'ambition quand même qui sera toujours partagée, c'est de mettre à contribution les collectivités locales avec un effort attendu de la part des collectivités pour procéder au redressement budgétaire. Aujourd'hui, la contribution prendrait la forme d'une limitation de la hausse des dépenses de fonctionnement, d'un réexamen des dotations et concours financiers de l'État, et d'une modération de la revalorisation des valeurs locatives qui impactent les bases fiscales locales. Bien entendu, cette situation suscite de vives inquiétudes chez les élus locaux qui dénoncent un risque d'atonie de l'investissement public local et une incertitude sur les recettes à venir qui vont rendre difficile la planification budgétaire. Un dispositif qui était déjà instauré en 2025 qui s'appelle le dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales, connu sous l'acronyme de DILICO. Donc il y aura un DILICO numéro 2 qui a été instauré en 2025 et qui est reconduit en 2026 avec un doublement de son montant qui serait porté à 2 milliards d'euros. Ce mécanisme constitue une épargne forcée qui vise à contenir la dynamique des recettes fiscales des collectivités afin de contribuer à un redressement des comptes publics nationaux. Donc ce mécanisme est établi auprès de collectivités selon des critères de sélection qui vont reposer sur un indice synthétique qui va combiner le potentiel fiscal et le revenu par habitant. À ce jour, je n'ai pas l'information si la commune de Belay est concernée par ce dispositif. Bien entendu, vu les circonstances, une prudence budgétaire et de rigueur est quelque part aussi imposée auprès des collectivités locales et de leurs groupements. Face à ces incertitudes internationales, de nombreuses et le doute aussi sur l'élaboration de ce budget 2026, de nombreuses collectivités adoptent une posture de prudence dans l'élaboration de leur budget primitif. Les décisions d'investissement pourront être reportées ou réduites, les recrutements limités, les prévisions de recettes stabilisées sur la base de l'exercice précédent. Donc le contexte public national, marqué par des changements gouvernementaux successifs et des débats parlementaires parfois houleux, renforce cette prudence. Alors de la préparation de ce budget 2026 pour la ville de Belay, les dotations de l'État ne sont pas définitivement arrêtées, ce qui contraint la collectivité et les collectivités à élaborer leur budget sur des hypothèses incertaines. Voilà pour ce qui est des éléments contextuels.
attachés à l'environnement international et national et au projet de loi de finances 2026. Merci Anthony. Donc on va commencer pour les autres éléments donc des impacts du projet de loi de finances. Je pense que chacun aura regardé la documentation. Je pense qu'on va la passer pour ce soir pour essayer d'aller directement vers les aspects, ce que je vous propose, de ressources humaines. Donc la partie 3, Catherine, s'il vous plaît. Donc la partie 3, les parties ressources humaines. Donc là, c'est pareil, comme on a une vision qui est un peu plus à court terme sur ce DOB et non plus à 3-4 ans comme on le faisait usuellement, je vais passer assez rapidement. Chacun a eu les éléments sur la situation relative à la commune. Nous sommes toujours dans les mêmes strates. 5-9 000 habitants. Juste après, Catherine. Je vais donc aller un peu vite. Excusez-moi, mais je vais vous laisser suivre. On est 130 postes de notre côté, donc on est dans cette moyenne du début de la tranche 10 999 habitants. Les effectifs moyens pour 2025, juste après, donc pour la ville et le pôle culture, 138 personnes, 115 équivalents ETP. Voilà. Ensuite, orientation, je ne m'attarde pas ce soir sur cette partie-là, sur les orientations. Bon, c'est des choses qu'on vous avait mis pour information ces dernières années. Je vous propose que pour l'instant on passe, sauf s'il y a des questions. On arrive sur l'impact de la masse salariale 2026, avec un premier graphe donc, qui nous permet de voir les effectifs. Alors, je pense que l'équivalent ETP est peut-être ce qu'il y a plus de plus représentatif malgré tout. Donc on parle bien de la ville et du pôle culture. Donc vous voyez qu'on était à 97, j'arrondis, personnes en 2022. On est à 91 personnes à la fin de ce mandat. Donc c'est des choses qui sont relativement stables au cumul. Ça c'est pour la ville spécifiquement. Et quand on parle de la culture, on était sur un équivalent temps plein de 26 personnes et on est à 26 personnes. Donc les effectifs ont été relativement stables. Alors c'est vrai qu'il y a eu un transfert de compétences de l'eau et l'assainissement là-dedans, mais ça a été vu et retraité. Ensuite, évolution de la masse salariale. Donc là aussi des éléments qui vous montrent sur la ville une évolution annuelle avec les taux de progression de masse salariale de 38%, 1% l'année d'avant. Sur le pôle culture, dans des proportions aussi limitées. Ce qui nous impacte, et on le verra sur la hausse de la masse salariale, c'est essentiellement ce qui a été voté au niveau du gouvernement il y a 2 ans pour la hausse des cotisations CNRACL, IRCANTEC. Voilà, donc avec notamment des cotisations sociales qui progressent. Les principales évolutions de dépenses, donc sur la ville, vous avez les explications dans la diapo d'après, on va dire des sources de l'augmentation entre 25 et ce qui est prévisible en 26 sans KE. La majorité, 100%, venant de mesures gouvernementales sur lesquelles on n'a pas d'action particulière, ce que je viens d'énoncer à l'instant. Si vous allez à la diapo d'après, pour la culture, 40 KE de progression pour 26, là aussi 45% issus des mesures gouvernementales. Ensuite, les lignes directives de gestion, je ne m'y attarderai pas ce soir, on en parle depuis au moins 2 ans, donc vous avez vu les éléments qui sont en tout cas en vigueur pour la commune de Belay. Et l'adhésion au Comité national d'action sociale, effectivement, qui a un coût et qui est un avantage que l'on a proposé, auquel on a souscrit pour les agents de la ville. On en arrive aux orientations budgétaires. Je vais donc assez vite, mais on y reviendra si vous le souhaitez. Donc, orientation budgétaire juste après. Voilà, partie 4. Donc, on vous propose là aussi, déjà l'an dernier, de reprendre les grands chapitres de dépenses. Avec ce qui est nouveau cette année, mis en rouge, où on exergue cette année sur la culture, donc offre culturelle du territoire, sur les transports, la création d'une offre de transport, la création de France Service qui ont été mis en exergue parce qu'ils sont portés par la CCBS. Alors c'est un travail qui a été mené en commun avec la commune, mais qui, pour la
la clarté de l'information est portée financièrement par la CCBS. Et la région pour le transport, effectivement. Voilà. Pour autant, sur la ville, dans les focus qui sont importants à relever, il y a eu effectivement des choses importantes au niveau de l'urbanisme avec Percevaux, enfin la revitalisation des friches, Percevaux, le Tanneur, le Bar des Aigles. Le Tanneur et le Bar des Aigles étaient encore en cours. Reconversion des quartiers, donc le quartier Chapitre, pour lequel un projet de cession est ouvert. Quartier de l'Amitié. Voilà. Et évidemment, côté services publics et équipements, la plaine sportive qui a représenté un des efforts importants, on le verra aux alentours de 10 millions 6 hors taxes de travaux sur ce mandat, en investissement. L'action culturelle, donc fonctionnement culturel et événementiel, 2,5 millions de fonctionnement, peu de changements en la matière, donc 10 événements dans l'année, un conservatoire, une médiathèque, la salle de l'intégrale et l'espace Robert Rameau qui est réouvert depuis 1 an et demi maintenant à peu près. Et sur ces budgets-là, des investissements plus limités, mais de l'ordre de 200 000 euros en l'occurrence. C'est chaque année pour la culture 2,5 millions qui est donc non pas dépensé mais investi en fonctionnement par la ville de Belay. C'est pour ça que quand j'entends la culture, on ne fait pas assez, bien sûr, on ne fera jamais assez, mais c'est un montant significatif, sachant que l'investissement pur, excuse-moi Richard, je fais une petite discrétion, mais c'est 200 000 euros d'investissement et on est plutôt sur la remise à niveau de la maintenance courante de nos équipements. Effectivement, et donc après on passe à l'action sociale, qui est un budget important, action sociale, l'enfance et la jeunesse. Donc là pour le coup c'est un gros budget de fonctionnement, 4 250 000 euros. Et on cite pour exemple les bourses d'aide, la crèche, les 4 écoles publiques, le centre social et un relais d'assistante maternelle. Là effectivement des investissements plutôt limités, autour de 70 000 euros, qui sont du renouvellement là aussi, comme pour la culture, essentiellement du renouvellement. La sécurité, budget de fonctionnement 513 000 euros, investissement 40 000 euros. Politique environnementale, fonctionnement 776 000 euros, avec un service environnement, achats végétaux, entretien des espaces verts, politique interne de tri de déchets, et des investissements surtout sur l'éclairage public, le passage en LED, pour 53 000 sur l'année qui vient de s'écouler. La vie associative et sportive, fonctionnement 374 000 euros avec 2 agents dédiés pour la vie associative. Et puis pour cette année, une tranche d'1 900 000 quasiment d'investissement sur la plaine sportive avec la phase 3, stade coiffé, poursuite d'autorisation de programme. On le verra tout à l'heure dans le détail, on a maintenu 350 000 pour l'autorisation de programme pluriannuel qui a été voté à hauteur d'1,9 million, et donc on le maintient dans ce budget, même si la phase 3 c'est environ 1,6. Donc il y aura 300 000 de disponibles pour voir ce que l'on en fait en 2026. Et le renouvellement régulier des matériels de gymnase en l'occurrence. Voilà, donc par grande catégorie de politique publique, quand on cumule investissement et fonctionnement, on voit à peu près la répartition, enfin on voit bien la répartition sur ce graphe, avec l'action sociale qui arrive en tête, et ensuite suivi de l'action culturelle, événementielle, puis la vie associative et sportive, et les autres services de proximité. Voilà, c'est les 4 grands budgets, en tout cas au niveau des dépenses allouées annuellement, investissement et fonctionnement compris. Les grands investissements du mandat, donc on refait un focus sur la plaine sportive, donc 10,7 millions d'investissements, dont 6,1 millions qui seront à la charge de la commune en autofinancement. La réhabilitation des friches avec l'opération, donc le tanneur qui est arrivé à son dénouement, puisqu'on a voté dans cette enceinte l'accord avec la CCBS qui va reprendre la suite et le solde de l'opération de financement par l'EPF, qui a été porté par l'EPF de 2020 jusqu'à 2025. Et donc la CCBS va reprendre le solde de l'opération, et pour lequel on avait un fonds friche qui avait financé 500 000 euros, le reste donc étant repris par la CCBS, dans le cadre du projet Oxiane qui va venir se cumuler au tellement que nous avions acheté
que nous avions acheté au tanneur. Le bar des Aigles, donc effectivement, la démolition est faite. On a 2 autres tènements qui ont été intégrés dans cette opération. Pour l'instant, on a un passif de 519 000 € qui est porté par l'EPF et pour lequel on a revu donc le délai de remboursement, on l'a réallongé récemment lors d'une décision. Le remboursement par annuité constante, 65 000 € par an et 57 000 en remboursement de capital. Voilà pour le bar des Aigles. Et ensuite des projets qui arriveront, qui seront à saisir potentiellement, qui ont été signifiés là à droite. Ensuite, on arrive aux requalifications de quartier. Donc là, c'est plus des opérations dans lesquelles on a engagé des frais d'analyse, des frais d'études. Donc le quartier du Chapitre, donc l'ancienne crèche, pour lequel donc il y a un appel à projet qui est désormais ouvert. Le quartier de l'Amitié, avec des négociations en cours pour une vente de gré à gré pour un projet de requalification du quartier. Alors, ces grands projets vont représenter pour l'année 26 un engagement de 2 370 000 d'investissement. Donc c'est ce que je vous disais, il y a 1 368 000 qui sont effectivement le stade coiffé, donc 1,4 million. Et pour rester dans le cadre du budget pluriannuel, on a rajouté 375 000 pour recoller à l'enveloppe budgétaire qui a été votée sur ce programme pluriannuel. L'îlot Bar des Aigles, on en a parlé, remboursement du capital, modernisation de l'éclairage, on continue. Et puis les investissements récurrents, 500 000 €, on risque d'être plutôt autour de 600, d'ailleurs. Entre ce document-là et aujourd'hui ce que l'on en sait, on risque d'être un petit peu au-dessus. De toute façon, on voit bien que sur le récurrent, entre 5 et 700 000 par an, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est le minimum. Et c'est pourtant le minimum, puisque on sait, pour avoir lu les rapports de la Chambre régionale des comptes, qu'ils nous parlent plutôt d'1 million. On n'est jamais à 1 million à Belay depuis des années. On est beaucoup mieux qu'à une époque, où on n'en faisait pas, mais 500 000 €, c'est vraiment le minimum. Voilà, donc 2 370 000 qui sont programmés, qu'on vous propose de router sur 2026, et qu'on reprendra dans le budget à voter prochainement. Ensuite, les dépenses de fonctionnement. Alors, les dépenses de fonctionnement, donc avec des charges de personnel qui sont toujours de l'ordre de un peu plus de 50%, ça c'est vrai depuis quelques années. Donc les charges de personnel, les charges à caractère général, on va dire les 2 888 000, 2 900 000 là, qui sont indiqués ici, qui sont effectivement, on va le voir, assez stables pour l'année qui arrive, puisque je crois qu'on est tout à l'heure à 2 650 000, donc on va essayer de faire un petit peu moins de dépenses de fonctionnement en 2026. En tout cas, on voit la courbe, et ce qui est intéressant, je pense, c'est le graphe qui est derrière, à droite, les charges de fonctionnement par habitant à Belay, où on voit qu'à Belay, la courbe bleue, on a été à une époque très au-dessus. Depuis une dizaine d'années, on oscille dans la moyenne des villes de 10 000 habitants et en deçà de la moyenne nationale. Voilà. Donc on voit bien qu'il n'y a pas de dérapage particulier, on voit bien que c'est fait, on va dire, de manière la plus sérieuse possible pour ne pas déraper. Malgré le contexte de financement dont on parlera un petit peu après, dont il a été question avec l'introduction de notre DGS. Alors on vous a mis peut-être ce document-là, vous l'avez aussi Catherine, le document d'après ? Le graphe avec... Oui, non, juste là, voilà. Celui-ci, je ne sais pas si vous l'aviez quand il est parti il y a quelques jours. On l'a rajouté pour donner à voir, si vous voulez, sur 9 ans. On voit plus loin les recettes sur plusieurs années. Et on a souhaité vous montrer aussi l'évolution des charges à caractère général et des charges de personnel sur la commune et la culture. Alors, le pôle culture, donc on propose de regarder le chapitre 012, on va dire les frais généraux, hein, les différentes charges générales. Donc, entretien, comment dirais-je, énergie, les prestataires, le recours au conseil, etc. Toutes ces dépenses d'ordre général. Chapitre 012 et chapitre 0... Qu'est-ce que je raconte ? Chapitre 011 et chapitre 012, la masse salariale. Et on cumule la commune et la culture, puisqu'intrinsèquement, la culture est financée à 100% par la commune. Donc on cumule les deux.
Et on donne à voir ce qui se passe sur 2018-2026 et qui illustre le propos de la commune récurrent que nous faisons ici. C'est-à-dire que on était aux alentours de 7 millions, 7 millions 4 en 2018, et quand on cumule ces deux budgets, on est maintenant au-dessus de 9 millions, donc on a pris pratiquement 2 millions en 8 ans. Voilà, 2 millions qui sont financés directement sur notre épargne brute, c'est-à-dire ce qu'on est capable de mettre en face en recettes, et on verra que année après année, les budgets de DGF évoluant à la baisse, environ 650 000, et les recettes de l'État étant en progression par ailleurs de l'ordre d'1,1 million, 1,2 million, eh bien c'est forcément des économies engagées sur la commune qui nous permettent de maintenir une épargne brute permettant de rembourser les emprunts. Voilà, donc c'est la vocation de ce graphe, c'est de vous montrer dans une dynamique sur 7-8 ans, ce qui donne un peu de profondeur de champ. On vous a donné beaucoup de profondeur de champ sur l'avenir, les 3-4 ans et les années précédentes, et là on se retourne un petit peu dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe et voir comment les choses se font. Ensuite, les subventions d'équilibre. Donc là, depuis 2022, et on vous propose la projection 2026 qui sera soumise au vote dans quelques jours. Et on voit effectivement que sur le pôle culture, on est à 1 920 000 projetés. Donc une progression limitée. On est même en dessous de 2024. Donc voilà. Là aussi, on fait attention. Le pôle culture tourne plutôt mieux. On en faisait le constat l'autre jour en réunion d'adjoint. Tourne plutôt mieux depuis un an. On va dire maintenant un an, notamment sur la salle de spectacle où on est tous très contents de voir qu'il y a une forte progression d'achat des places. Les spectacles remplissent les salles, on arrive de mieux en mieux à équilibrer les spectacles. Et donc ça nous permet depuis 24, 25 et 26 d'être relativement tempérés sur l'argent que doit mettre la commune pour financer le budget de la culture, notamment grâce à cette amélioration. Le conservatoire conservant, lui, un bon taux d'inscription et limitant ainsi le déficit. Voilà. Mais pour autant, on a relancé effectivement la salle Rameau. Enfin, on a un certain nombre de dépenses qu'on a réengagées sur ce mandat. Donc 1 920 000 qui vous est proposé pour 26. Pour le CCAS, effectivement, on avait fait une montée en cadence à 1 173 000 en 24. Et là, on était redescendu en 25. Et on propose d'être autour d'1,1 million pour le prochain vote du budget prochainement. Voilà, pour les budgets annexes à la ville. Les subventions aux associations, on propose un maintien. Les enveloppes seront maintenues, proposées pour être maintenues en 2026. Et on continue de contractualiser avec les associations pour renforcer le partenariat tel que c'est maintenant engagé depuis 3-4 ans. Effectivement, depuis 3-4 ans. Bon, les dépenses de fonctionnement, on vous fait un commentaire rapide. On a effectivement intégré la baisse du coût des fluides. On a essayé de limiter aussi l'engagement grâce aux différents travaux sur la partie énergétique, de limiter les dépenses et de les estimer comme étant le coût des énergies contenu pour la 2026. Et en revanche, pour information, on a rajouté 60 000 euros d'engagement de dépenses pour le PLU, dont l'analyse va démarrer et se poursuivra en 2027. Pour l'instant, on est sur une enveloppe globale de 210 000 euros sur les 2 années, 26 et 27. Voilà, bon, le chapitre du personnel, on en a parlé, c'est essentiellement les cotisations qui s'imposent à nous, à au moins hauteur de la moitié des budgets, donc on les a intégrés bien évidemment. Les subventions, on vient d'en parler, stabilité. Voilà pour les orientations sur les dépenses de fonctionnement essentiellement et le personnel. Pour les recettes, donc le même graphe en forme circulaire, donc effectivement avec des recettes qui sont essentiellement basées sur les impôts et taxes, dont on n'a plus que la partie foncière qui nous est directement, déléguée avec une dynamique fiscale propre à la taxe foncière. Le reste étant, pour l'essentiel, les attributions de compensation et tout de suite derrière, les dotations et compensations d'État, ainsi que quelques autres produits atténuation de charges.
produits et compensations d'État, dotations et compensations d'État qui vont plutôt décrescendo, et pour lesquels on n'a aucune maîtrise, et dont on apprenait, enfin moi je lisais un article à 48 heures où on nous parle d'1,8 million d'économies du budget de l'État, 1,8 milliard. Donc on va dire en gros 2 milliards qui vont être imputés en économies réclamées en fonctionnement aux communes. Voilà, donc 2 milliards, un morceau va nous échoir. Donc sur les recettes, je dirais là aussi au niveau du graphe à droite, donc une ville de Belay qui pour le coup était dans la moyenne rouge pour les dépenses, ce qui est déjà une gageure, mais qui pour le coup sur les recettes est plutôt souvent en dessous du trait rouge. Donc on a plutôt des recettes en deçà de la moyenne de communes de 5 à 10 000 habitants. Ce qui n'est pas bon signe parce qu'on est à 10 000. Donc on va être un petit peu au-dessus de cette strate, on est plutôt en dessous. Et ça c'est vrai sur le temps long, hein, puisqu'on parle de... Regardons au moins les années 2014 jusqu'à 2024. Voilà, donc c'est des données qu'il faut avoir en tête et qui malheureusement ne devraient pas s'infléchir particulièrement, a priori, dans les 2-3 ans qui viendront. Sauf événement extraordinaire. Voilà pour les recettes de fonctionnement. L'évolution des impôts, donc on remet cette diapo chaque année, mais alors elle est absolument intangible. On a rigoureusement, comme vous le savez, on s'était engagé à faire aucune augmentation d'impôts en taux, et nous n'avons réalisé aucune augmentation d'impôts en taux. Il se trouve donc que Belay est désormais en deçà de la moyenne départementale, et surtout très en dessous de la moyenne nationale, donc ce que d'aucuns pourraient nous reprocher, mais ça a été un choix affiché dès le départ, qui a été réitéré, puis réitéré, et on s'est attaché à aller chercher des financements de partenaires publics et ou de partenaires privés pour finalement boucler les projets d'investissement, boucler les dépenses de fonctionnement autant que faire se peut, d'où le résultat au bout de 6 années. Voilà, donc c'est le 26 n'échappera pas à cette règle. Évolution des impôts et taxes. Donc, alors le graphe qui est juste en dessous, Catherine. Ouais. Alors moi je le trouve intéressant. Alors, il est un peu, comment dirais-je, c'est un peu un sandwich SNCF. Il est un peu dur à avaler celui-là. Mais si on veut considérer que tout à l'heure nous avions 5 millions de recettes, je ne sais pas si vous pouvez remonter Catherine 4-5 diapos avant avec le graphe en cercle. Voilà, celui-ci, ici. Donc on voit qu'on parle de ce gros chapitre orange là. Hein. Voilà, donc je vais revenir c'est celui dont on va parler maintenant. Donc effectivement, on voit qu'on était à 5 millions, à un produit de 5 millions intégrant les compensations d'État, et on est passé à 6 millions 100. Donc on a en gros augmenté d'1 million 100 les recettes de l'État et autres compensations de l'État en 6 années. Donc on voit que le produit taxe d'habitation, il est passé de 2,6 millions à 348 000. Et on nous a offert en face, pour faire court, une compensation d'État qui est passée de 700 000 à 827 000. Donc autant vous dire que la dynamique fiscale, non seulement on l'a perdue, mais on la retrouvera jamais. Maintenant que c'est parti dans d'autres collectivités territoriales. Quant à la taxe foncière qui est restée en dynamique fiscale propre à chaque commune, mais pour lequel nous avions fait le choix de ne pas augmenter les taux, eh bien de 2,4 millions, on est passé à 4,1 millions, puisque 100% de la taxe nous a été, grosso modo 100% nous a été attribué. Eh bien, depuis, on tourne à 4 millions 100, 4 millions 3, 4 millions 5. Donc ça progresse légèrement d'année en année. Mais on voit bien que là où tout à l'heure on signifiait qu'on a à peu près 2 millions de dépenses de fonctionnement en plus, on voit qu'on a ici sur l'État 1 million 100 sur à peu près la même période de recettes supplémentaires. Voilà. Donc ça donne une idée des efforts qu'il faut faire pour garder des budgets à l'équilibre, puisque de toute façon nous n'avons pas le choix. Nous devons voter des budgets à l'équilibre. Voilà. Donc c'est juste l'intérêt de ce graphe. Hein. Je vous propose que nous poursuivions. Donc là, on fait un focus sur les dotations d'État. Donc la dotation, la DGF qui elle baisse, hein, évidemment. Mais ça, chaque année, on l'a vu. Donc 1,6 million quand même en 2010. Les grandes années, 1,6 million aujourd'hui. Donc on voit bien qu'on est à 1 million. Voilà. Donc il y a encore un écrêtement qui s'engage sur cette année. Donc on devrait perdre 43 000 sur la DSR et 80 000 en gros sur l'ADF. Voilà. Dotation de solidarité communautaire par la CCBS. Alors, cette diapo, vous êtes déjà là, c'est très bien.
Excusez-moi, j'ai fait un travelling latéral. Là, donc effectivement, on vous remet pour information cette discussion que nous avions eue fin 24, début 25, avec cette discussion avec la CCBS qui a abouti au reversement de ce qui était dû à la commune sur la base d'un accord. 425 000 euros de recettes sont intégrés dans le compte administratif de 2025, donc nous permettent d'avoir un 2025 un petit peu plus fluide que ce qu'il n'aurait été. Et il y a 510 000 en 26, 509 000 en 26 qui vont arriver et vont nous permettre aussi de faire une année 26, je dirais, fluide, pas confortable, mais fluide. Bon, c'est de l'argent qui nous était dû et ça résulte de cet accord qui a été passé. Voilà. Donc, et pour les années suivantes ou l'année récurrente, ça c'était la régularisation du 934 000 qui était dû au titre des années antérieures. Et pour l'année courante, on considère que c'est de l'ordre de 100 000 euros de DSC annuel qui vient se greffer à cet arriéré. Voilà. Voilà de quoi on parle. Hein. C'est pas non plus des sommes. Mais en fait, 100 000 euros, ça permet de faire des choses. C'est déjà pas mal. On ne va pas cracher dans la soupe, si vous me permettez l'expression. Voilà, donc c'est juste pour vous dire que la DSC est intégrée dans cette revue de 2025 et les projections 26. Recettes de fonctionnement, on a intégré la taxe sur les logements vacants qui avait été votée, la taxe aussi sur les friches commerciales que nous avions aussi votées, on l'a intégré, bien évidemment. On revalorise les bases de 0,8%. Les droits de mutation, 300 000 euros. Bon, voilà, une année plutôt réservée, on verra si le flux des cessions d'immobilière reprennent sur... je crois qu'on a eu tangenté les 550 000 par an, on est plutôt sur une base de 300 actuellement. Voilà, et on a intégré les baisses de dotation par l'État. Ici, cession d'actifs, on vous remet pour information 400 000 arrivant du programme Duval, 44 000 en 2024, je pense que c'est essentiellement les garages, 129 000 en 2025, et pour 2026, on prévoit simplement des places de stationnement qui seraient cédées pour 50 000 euros, donc il y aurait, a priori, je ne sais pas si Dimitri, tu vas en dire un mot, le projet de cession sur le tènement du chapitre. Et voilà, pour l'instant, il n'est pas programmé sur 26, on ne l'intègre pas dans la projection de l'année 26. On verra si les choses se passent autrement, et pour l'instant, il ne l'est pas. Et puis les produits des services, c'est plus minoritaire, on reste à des niveaux de 2019, voilà, sans prendre d'options particulières sur ce chapitre, mais qui est plus mineur. Voilà sur les recettes et les dépenses de fonctionnement et d'investissement au début de la présentation. Donc tout ça nous amène à la capacité d'autofinancement, qui est toujours un peu la synthèse de ces flux, et de voir comment on peut se projeter ensuite. Donc capacité d'autofinancement alors on commence usuellement depuis 3-4 ans par le flux projeté de trésorerie. Alors on met un titre et tout de suite on commence par autre chose. C'est fait exprès pour vous perdre. Mais l'intérêt de cette affaire-là, c'est qu'on parle plus de capacité d'autofinancement, on va y venir juste après. Non, mais trêve de plaisanterie, ce qui est intéressant, c'est un peu là le panier du consommateur moyen français ou de la ménagère française. On finit l'année avec 2,7 millions en trésorerie. Et comment on se projette en fin d'année? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'en fin d'année, on pense qu'on sera à peu près à 2 millions. Voilà, donc on aurait à peu près 1,2 million d'épargne brute du budget 26 qui reste à voter, mais on pense qu'il sera autour d'1,2 million. Ce qui est plutôt plus faible que les 1,5 million, 1,6 million que l'on connaît depuis 3-4 ans. Malgré la dotation de la CCBS, 510 000, dont on vient de dire que c'était le deuxième dernier versement de la régule des années antérieures. Mais 1,2 million. On pense avoir des investissements TTC à hauteur de 2 370 000. Pas de cession d'actifs. On n'a pas remis les 50 000 là, dont on a parlé à l'instant. Bon, de toute façon, c'est marginal, 50 000, si on les fait très bien. Mais on ne les a pas remis ici. Dotations aux amortissements, qui sont donc des constats de charges financières, de charges d'amortissement, qui viennent en moins des 1,2 million, mais qui en fait ne sont pas sortis de la trésorerie. C'est simplement une écriture comptable, donc on les rajoute. Hein, c'est comme s'ils n'étaient pas déduits du 1,2 million. On rembourse 975 000 de dettes. C'est la grande moyenne depuis 7-8 ans. En dessous d'1 million. C'est la même moyenne depuis quelques années. Il n'y aura pas d'emprunt nouveau.
On finira de recevoir, enfin on continuera de recevoir des subventions, donc c'est notamment la suite et fin de, pas la suite et fin, la suite de la plaine sportive essentiellement qui vont arriver et qui devraient encore arriver en 27. 2,3 millions, 155 000 et le remboursement de TVA qui arrive toujours avec un an de décalage, sachant que vous avez vu qu'on a perdu 4 points de remboursement de TVA, ça a été le vote de l'année dernière ça. Donc là où on avait plutôt 20%, maintenant on est à 16,40. En fait ça fait quand même 1 million de remboursements de TVA qui vont arriver sur l'année 26. Donc on finirait avec 2 millions de trésorerie courante. Qu'est-ce que je raconte? 4,7 millions de trésorerie courante, c'est qu'on aurait un solde positif de dégagement de trésorerie sur l'exercice, 4,7 millions. Ce qui permettrait donc en 27 d'avoir à nouveau un matelas qui sera convenable, malgré les investissements. On insiste là-dessus avec les collègues et monsieur le maire, c'est pour vous dire que même si certains projets ont semblé un peu amples pour la commune, on arrive quand même à garder nos équilibres. Ça a pu faire peur à certains ou certaines, mais globalement on va garder nos équilibres. Alors on avait ralenti le rythme d'investissement sur la plaine sportive à dessein, pour essayer de lisser un peu la charge de sortie de trésorerie. Et finalement, vous voyez qu'on serait à 4,5 millions au 1er janvier 27. Là, il risque d'y avoir encore une dernière queue d'investissement sur la suite et fin de la plaine sportive, mais ça sera décidé en son temps, notamment avec les derniers investissements qui avaient été décrits au début du projet. Mais en tout cas, voilà, la commune conserve une marge de manœuvre à cet horizon, donc dans 12 mois. Donc je suis sorti, ça m'a écarté de la capacité d'autofinancement sur laquelle nous venons maintenant. Donc là, on revient à des... Alors, question d'autofinancement, c'est toujours pareil. Hein, on le rappelle ici. Quand la commune fait la différence entre ses recettes de fonctionnement et ses dépenses de fonctionnement courantes, elle dégage une épargne brute. Qui, cette épargne brute, est supposée rembourser pour commencer les dettes, essentiellement les dettes bancaires. En tout cas, pour Belay, ce sont des dettes bancaires. Donc, on l'a vu, hein, c'est grosso modo 1 million par an. Hein, je vous disais, c'est assez stable hein, depuis 5-6 ans. C'est grosso modo 1 million. Comme on est en désendettement régulier, bah, c'est plutôt de moins en moins. Donc on prévoit 975 000 euros en 26. Et ça vous laisse un solde net qui s'appelle la CAF net. Alors la CAF net, c'est supposé vous aider à financer ce que vous devez racheter chaque année, bon an, mal an. Les machines, changer les tapis au gymnase, refaire des toilettes dans les gymnases, enfin le récurrent. C'est supposé vous aider à faire ça pour éviter de réemprunter sur des choses qui ne sont jamais que du récurrent. Changer un camion, changer une balayeuse, etc. Voilà. Donc on a essayé de conserver une CAF net tout au long de ce mandat, comme vous le voyez, entre grosso modo 380 000 et on a été au plus haut à 1 364 000. Ce qui nous a permis de faire justement beaucoup plus d'investissements récurrents qu'on ne le faisait durant les 2-3 mandats précédents. Voilà. Je vous propose qu'on aille sur la dette, parce qu'on va arriver au bout, maintenant que vous connaissez bien ce document. Donc la dette, on s'était engagé à ce que la dette de la commune, en dehors de la chaudière, parce que le réseau de chaleur bois, il a fait l'objet d'un endettement à l'époque, lors de la construction, qui est censé s'autofinancer par les propres recettes du chauffage interurbain. Donc on laisse de côté la dette liée à cet équipement. On avait une dette à la culture et une dette à la ville qui se consolidait autour de 10 400 000 euros en 2020. Et on s'était engagé à ce qu'elle ne soit pas plus haute que ça. Au début du mandat, souvenez-vous. Aujourd'hui, écoutez, on a le plaisir de vous annoncer qu'à la fin de l'année, on sera à 7,8 millions. Bon, ce qui est une satisfaction. Alors vous allez me dire, c'est une satisfaction de comptable. Je sais que c'est péjoratif dans la bouche de certains. Enfin, en tout cas, c'est une satisfaction tout court. Ça veut dire qu'on a réussi à passer ces 6 années qui ont été traversées par un certain nombre d'événements. Anthony disait tout à l'heure dépeigner un tableau qui est relativement compliqué, on le sait tous, autour de la table. Et malgré tout, en tout cas au niveau de la commune, on va finir ce mandat avec une situation d'endettement qui s'est encore améliorée. Le précédent mandat, de mémoire, ils ont pris une dette en 2014, qui était de l'ordre, je dirais, autour de 15 millions. Je parle toujours que de la commune et de la culture. Ils ont fini à 10,4 millions. Et de 10,4 millions, on termine à 7,7 millions. Même si vous rajoutez la dette qui est portée par l'EPF, on l'a vu tout à l'heure sur le bar des Aigues, il y a 500 000. Vous restez de toute façon aux alentours de 8,2 millions, 8,3 millions, ce qui est non seulement satisfaisant parce que ça
ça correspond aux normes, notamment de la Chambre régionale des comptes, mais c'est surtout satisfaisant parce que ça veut dire que ça n'empêche pas de faire des choses. Alors il faut être un peu prudent, c'est un peu pénible. Je regarde ma collègue de la culture quand je dis ça. Mais en tout cas, même si c'est pénible, même si ça nous oblige à challenger les décisions, en tout cas, on peut quand même faire des choses. Jusqu'ici, on peut faire des choses. Et on est plutôt dans une situation meilleure qu'il y a 6 ans. Voilà. Et ça peut déraper très facilement et très rapidement, dès lors qu'on a notamment un dérapage sur le fonctionnement. J'insiste toujours là-dessus. Le nerf de la guerre, c'est de ne pas déraper sur le fonctionnement, parce que si vous dérapez et ça va très vite, alors là, c'est fini. Vous n'avez plus d'épargne brute. Si vous n'avez plus d'épargne brute, vous remboursez votre dette, vous êtes en CAF net négative, et à partir de là, c'est fini. Vous êtes obligé de vous endetter juste pour faire quelques investissements de récurrents, et vous êtes cuit. Voilà. Donc ça, c'est dit et redit. Excusez-moi parfois de me répéter. Donc on ne réendettera pas, enfin on ne réempruntera pas sur l'année 2026. Aujourd'hui, donc le total de la dette restant due avec donc la partie chaudière à bois est de 12,4 millions, un taux moyen d'un 45, et on a une durée de vie résiduelle de 11 ans et 3 mois. Voilà. Mais bien sûr. Si en 25, souscrit une dette, si. En 25, il y a eu une dette de souscrite. Et c'est pour ça qu'on passe de 1,13 à 1,45%. Ça doit être ça. D'accord. Donc voilà, pour la stratégie d'endettement. Bon, si, le seul intérêt, c'est que vous voyez celle d'après, Catherine, s'il vous plaît. Ce qui est une chance d'avoir des taux, et on en a bien profité. Ça ne sera pas le cas à l'avenir, puisque les taux d'emprunt, malheureusement, on est autour de l'ordre de 3%, 3, 4. C'est vrai qu'on a pu emprunter à ces époques à la fois sur des taux fixes et des taux extrêmement bas. La partie donc ici, et on arrivera pratiquement au bout, qui est de vous montrer à nouveau ce qui s'est passé sur cette dette durant ces 6 années. Donc les emprunts nouveaux sont cités ici. Remboursement des dettes, rappelé ici. Et on finit avec une dette de 6,6 millions, de laquelle il faut rajouter donc le PF qu'on a vu au-dessus, dont on était question juste au-dessus. Voilà. Je crois qu'après, on est plus sur des choses que je qualifierais... Ou alors les indicateurs, si, c'est vrai que c'est pas inintéressant non plus, puisque de toute façon, si on devait être réaudité, eh bien, on regarderait en nombre d'années notre capacité de nous désendetter, de nous désengager de cette dette. Donc voilà, on est plutôt sur maintenant, depuis 3 ans, 6 ans, 8 ans, 7 ans de moyenne de notre épargne brute, ce qui est aujourd'hui convenable par rapport à une commune de 10 000 habitants. Voilà. Et pour lequel le seuil est fixé à 9 ans. Donc nous, on est plutôt en deçà désormais. Ensuite, on donne des moyennes comme chaque année sur les annuités en euros par habitant, la dette en cours par habitant. Je vous laisserai le soin de regarder ou de poser des questions. Je ne vais pas les commenter plus avant, on les connaît. Et puis le profil d'extinction de dette à la fin qui est, je dirais, évidemment le profil d'extinction de la dette sur les années qui viennent. Juste en dessous, Catherine. Qui sera avantageux en 2032. Voilà, en 2032, on fera très bien. Voilà, messieurs, dames, je vous propose qu'on passe aux questions, si vous en avez, au débat. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que, et un grand merci Richard et à l'ensemble des services pour ce travail, pour ce suivi rigoureux sur ces 6 années. Il ne faut pas trop qu'on dise ce qu'on a fait en bilan, donc il faut que je sois prudent dans ma communication. Mais que d'efforts pour arriver à équilibrer tout ça avec l'ombre d'une contribution potentiellement nationale qui était dans les cartons du temps de François Bayrou, où on demandait, ce qui est pour moi scandaleux, et très clairement je serais monté à la préfecture et j'aurais mobilisé les troupes et les collègues maires, on demandait à la ville de Belette 200 000 euros de contribution. 200 000 euros. Voilà, donc un chèque après avoir... un président de la République qui a fait les chèques
de quoi qu'il en coûte avec le chèque facile. Il fallait que nous on repasse à la caisse alors qu'on fait les efforts, chaque jour des efforts considérables pour arriver à équilibrer, pour arriver à mener les investissements nécessaires, apporter le service de proximité à la population. Et là, on venait nous chercher avec 200 000. Donc ça, c'est toujours un projet qui est dans les cartons. Vous voyez les difficultés au niveau national avec ces votes de budget. Mais très clairement, les intercos étaient concernés, l'ensemble des communes étaient concernées pour faire une contribution nationale. Et vous imaginez l'impact de 200 000 euros sur des équilibres qui restent fragiles pour la ville de Belay. J'aurais été bien embêté, avec Richard le premier, à essayer de trouver encore les marges de manœuvre pour participer à cette solidarité nationale pour venir, je dirais, corriger ou compenser les erreurs qui ont été menées depuis 30 ans dans ce pays. On vient encore chercher les communes, ou alors que les communes équilibrent les budgets. Je pense qu'en termes de clarté, de transparence, vous avez tous les éléments en main, ce qui est peut-être certainement le moins de cas au niveau national, puisque ça dépense sans compter, sans l'exigence justement de retour à l'équilibre, ou déjà de répondre à l'injonction de l'Europe des 3% du PIB. Bon. Voilà ce qu'il en est. Est-ce que vous avez des questions sur ce débat d'orientation budgétaire de cette période 20-26 ? On note pas à chaque fois dans les DOB, ce serait important de le mettre en évidence, c'est aussi tous les investissements privés qui ont été facilités aussi par la ville. Je pense au groupe Duval, je pense au groupe Édouard Denis, au groupe Pelletier, à ceux qui ont investi sur le Percevaux, ceux qui sont en train de réfléchir et de penser l'avenir sur les Ténements Chapitre et Quartier de l'Amitié. Sans un climat de confiance, sans des élus engagés, ils nous le disent chaque jour. Il y a une particularité à Belay, c'est d'être très à l'écoute de tous ces promoteurs qui ont des grosses difficultés avec certaines communes qui ne sont absolument pas facilitantes ou vont mettre encore des contraintes multiples. Mais même en les aidant, c'est pas simple. Être promoteur aujourd'hui, chapeau, parce que vous êtes confronté à énormément de freins, de contraintes, et on essaye de l'élever, pas sans mal, mais on a espéré, avec Richard et l'équipe, par exemple, des ventes de sessions beaucoup plus rapides que ça, quand on voit qu'on met beaucoup trop de temps pour vendre, je prends l'exemple du quartier Chapitre, à la fois le presbytère et à la fois l'ancienne crèche. C'est pas normal qu'on mette autant de temps, mais parce qu'il a fallu faire des études patrimoniales, il a fallu discuter avec les architectes des bâtiments de France, il a fallu, et en attendant, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tous, nous on aimerait vendre, c'est bien, et on met trop de temps pour tout faire. Voilà, je ne vous refais pas l'histoire du bar des Aigles, je ne vous refais pas l'histoire de plein de choses, où à chaque fois, on a une armée face à nous qui nous empêche d'avancer, qui freine. Alors on ne se démotive pas, on ne se décourage pas, on est déterminé, mais il faut faire énormément d'efforts, de réunions pour avancer de 3 mm. Donc je prends l'exemple aussi de l'ancien hôpital. On a le groupe Anaum qui est prêt à investir, qui est prêt à mener tous les projets nécessaires sur ce Ténement, mais on est confronté avec une discussion qui est assez rude aussi avec les architectes des bâtiments de France. Et c'est dommage parce qu'on perd du temps. On perd du temps alors qu'on doit densifier, on doit requalifier ce cœur de ville. On a des belles réussites comme le Val d'Écho où on a réussi avec le droit de préemption commerciale. Encore merci de l'avoir voté dans ce conseil. On arrive à avoir aujourd'hui une boulangerie de proximité qui est qualitative et qui est appréciée de la population. Donc on arrive à faire des choses comme ça, mais il faudrait 5, 10. Il faudrait aller beaucoup plus loin. Il faut des moyens, mais aussi il faut des services, des élus totalement mobilisés pour faire avancer tous ces projets. Questions, remarques sur ce débat d'orientation budgétaire? Bernard. Oui, merci. Merci à Richard Benistan d'être aussi clair que d'habitude sur les DOB et de nous donner quand même des éléments,
j'allais dire, d'informations sérieuses. Donc moi, je vais peut-être faire quelques petits commentaires et poser aussi quelques questions. D'abord sur le débat national, effectivement, donc quand on a eu connaissance, je relève que le débat national sur les dépenses, pour nous, fait surtout l'impasse sur le débat sur les recettes, parce qu'effectivement, je pense que globalement, les Français sont bien conscients qu'il y a de très fortes inégalités dans notre pays, même si le socle est fort, même si la protection sociale est forte chez nous, et je crois qu'on peut s'en féliciter parce que c'est notre modèle et c'est notre modèle qu'on doit défendre. La question est quand même de déterminer qui doit contribuer aujourd'hui à l'effort national. On a parlé de, j'en veux pour preuve cette augmentation constante du taux d'épargne des ménages qui montre qu'au-delà des déficits que notre État enregistre, côté ménage, ça va assez bien pour un certain nombre de personnes. Alors bien sûr, on est inquiet, comme vous, sur les prévisions justement, y compris les dernières informations du Premier ministre sur les dépenses. Clairement, elles sont annoncées, alors qu'on n'a aucune idée des recettes qui vont être mobilisées. Si on a une idée, c'est effectivement la réapparition de ces épargnes forcées et les collectivités qui sont aussi confrontées à tout ça. Voilà, donc ça c'était un peu des commentaires sur le plan national. Je rajouterais aussi la grosse préoccupation qui est bien sûr la nôtre, mais que je pense que vous partagez aussi, c'est que depuis la réduction du fonds vert, je prends les chiffres d'Anthony, 2,5 milliards en 2024, 1,15 milliard en 2025, 650 millions prévus en 2026, eh bien, il n'y a plus grand-chose pour continuer à travailler sur les changements climatiques et la protection de la biodiversité. Alors, le DOB 2026 ressemble quand même un peu au DOB 2025. Bon, je comprends, je sais que 2026, c'est une année de transition, bien sûr. On sait bien pourquoi. Et je voulais simplement évoquer quelques points, j'allais dire, locaux. D'abord, effectivement, la question de la plaine sportive, donc, dont on a eu déjà les coûts en l'an dernier, et donc les coûts pour la ville, c'est-à-dire de l'ordre de 6 millions, un peu plus de 6 millions d'euros, montre bien effectivement l'importance de l'investissement à la plaine sportive. Entre parenthèses, je fais une petite incise par rapport au RH. Où est passé le service des sports? C'est la question que je me pose, et je dis ça d'autant plus de façon importante que la plaine sportive, maintenant qui est transformée, va certainement avoir besoin de moyens humains, de présence humaine, et non pas seulement de présence humaine, mais d'avoir les moyens, j'allais dire, opérationnels de pouvoir suivre cette grande réalisation qui, je vais reprendre le mot de Dimitri, qui est de mettre le sport pour tous encore plus. Effectivement, je crois que c'est pas le tout, effectivement, d'avoir fait d'un bel équipement, mais il va falloir le faire vivre et, j'allais dire, le faire perdurer. Voilà. Là, sur le budget d'investissement, donc Richard parle de 1,8 million sur la plaine sportive, la phase de la plaine sportive. Il reste 500-600 000 euros. Moi, je voudrais bien insister sur un élément dont on a déjà eu l'occasion de parler, et je sais par les associations caritatives qu'il y a un projet de réfection du toit qui serait peut-être la première pierre
à la réhabilitation complète de ce bâtiment. Et donc que les bénévoles et les bénéficiaires retrouvent de la dignité dans ce qui se passe. Si vous êtes allé bien sûr comme moi rencontrer les assos régulièrement, et je peux dire que quelquefois j'ai halluciné à voir les conditions dans lesquelles les bénévoles sont installés, entre rats et souris, etc. Enfin bref, et humidité. Voilà. Donc je plaide pour qu'effectivement, si je sais qu'il y a des études techniques sur le toit, je plaide pour que ça apparaisse comme une priorité sur 2026 et qu'effectivement on soit en mesure j'allais dire, d'intervenir sur cette dimension-là qui est quand même fondamentale. Voilà. C'est un peu tout. Vous avez parlé du chapitre. Donc on est assez opposé à la vente de l'ancienne crèche parce que je pense qu'on a des besoins et ça mériterait, donc vous l'avez déjà entamé en nous donnant des éléments sur le patrimoine municipal. Bon, moi j'ai commencé à regarder sur ce patrimoine municipal. Une grande partie de ce patrimoine, c'est le ténement de la Martine. Donc d'un certain point de vue, ça n'a rien à voir avec un équipement municipal. Et si je voulais être rationnel, j'enlèverais le ténement de la Martine dans le patrimoine municipal pour en revenir peut-être à des ratios plus corrects et plus, j'allais dire, qui ne mériteraient peut-être pas la réflexion régulière de Dimitri Lahuerta sur la réduction nécessaire du patrimoine municipal. Voilà. Je regarde, j'ai tout. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Merci. Alors, Bernard, la situation des associations caritatives, elle ne nous convient pas. On le sait depuis toute la durée de ce mandat. Avec Annie, on a énormément travaillé avec elle. On avait eu quelques projets en partenariat toujours, parce qu'il faut toujours qu'on se retrouve en partenariat avec quelqu'un, parce qu'on ne peut plus travailler seul, mais bien ensemble. Donc essayer de trouver des solutions, ça n'a pas convenu, donc on s'oriente sur autre chose. On aurait eu les moyens, on aurait eu, vous voyez, cette CAF qu'évoquait Richard, au lieu d'être à 500, d'avoir les 1 million de CAF qu'on doit attendre pour entretenir notre patrimoine, eh bien on l'aurait engagé depuis longtemps. On n'a pas été, je pense, l'équipe qui s'est précipitée à vouloir faire un équipement nouveau sur la commune, et en coupant un joli ruban bleu-blanc-rouge qui coûte très cher, à la fois en investissement ou en fonctionnement, ça n'a pas été cette équipe-là. Et je pense que d'autres équipes ont couru après ça, d'avoir un établissement ou un équipement, un nouvel ERP en actif. C'est bien sympa, mais sauf qu'on ne s'est pas préoccupé du patrimoine existant. Alors nous, je pense qu'on a été l'équipe qui s'est préoccupée du patrimoine existant de Belay et on a engagé vraiment des transformations. Je ne ferai pas le bilan là, puisque je n'ai pas le droit de le faire déjà d'une, mais on a engagé des transformations importantes et avec une vraie réflexion sur justement ce patrimoine qui doit forcément réduire, pas n'importe comment. On aurait fait une session, Bernard, que ça soit crèche ou sur l'amitié, le fruit de cette session aurait profité justement à l'entretien de ce patrimoine et au projet des associations caritatives. Quand vous évoquez la Martine, il y a un bail à long terme, il y a des éléments contractuels. Et aujourd'hui, les 4 millions qui ont été investis sur la Martine, c'est 4 millions qui ont été investis via le GEC. Il n'y a pas eu d'argent public dans cette opération, sauf l'escalier de secours, où là on est vraiment sur un élément purement de sécurité, et le marin qui avait été aussi engagé, Richard, en début de mandat, pour alléger les structures. Donc, pas ce que j'ai dit, hein. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais il fallait sortir du patrimoine. Mais ce que je veux dire, Bernard, c'est qu'au niveau du patrimoine, il n'y a pas de coût, des grosses sorties engagées sur l'établissement La Martine. C'est ça que je veux dire. Moi, je faisais allusion au volume que vous nous avez indiqué
sur le patrimoine municipal qui vous paraissait largement excédentaire. Ouais, mais moi, ce qui Quand je m'intéresse- vois que Ouais. le ténement de la Martine est dedans, je dis c'est autre chose. J'ai Ouais. pas dit qu'on consacrait des sommes importantes. Je reparlerai de l'OGEC tout à l'heure, de toute façon, mais je n'ai pas de doute sur le fait que Mais, la si- Martine ne coûte pas. Voilà. On est d'accord. Ouais, Voilà. non, si on peut le réduire, mais ça va pas nous faire économiser enfin, ça va pas venir alimenter notre budget. Richard. Donc, juste pour compléter, on a effectivement maintenu la Martine dans l'ensemble du patrimoine immobilier, parce que malgré tout, si vous regardez sur 6-7 ans, il y a eu des sommes de plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été engagées par la commune. Mais oui, mais je ne veux pas dire l'inverse à l'instant de ce qui vient de se dire, mais effectivement, l'escalier, le marin, plus ou deux travaux sur lesquels la commune, du fait de ses engagements juridiques, se devait d'abonder, et on en a, je vous assure, limité beaucoup. On a répondu, souvent fois, non. Malheureusement. Et donc, ils sont allés chercher eux-mêmes les financements, ils se sont débrouillés. Donc, effectivement, les 4 millions, 4 millions 6 qu'ils ont investis, là où ils auraient souhaité qu'on mette peut-être 2,5. Alors, on n'a pas rien mis, mais on est peut-être, je vais parler de tête, donc vous ne le notez pas. Et on interdit à tout journaliste de reprendre ce chiffre. Mais de tête, si vous voulez, merci de ne pas le noter. On est peut-être sur quelque chose de l'ordre de 400-500 000 sur 6-7 ans. Alors 400-500 000, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas tant que ça. Donc il est quand même partie prenante dans des dépenses à venir demain, du fait de ce patrimoine qui existe et qui quand même doit être imputé à la commune le moment venu, quand il y a des choses à faire. Comme le marin, il n'y avait pas le choix, c'était urgent. Donc voilà, mais ne notez pas le chiffre, si vous voulez, on regardera, mais on vous le donnera ultérieurement. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le débat d'orientation budgétaire, avec ces équilibres qui sont présents, mais qui restent fragiles, et avec ces hausses à la fois de masse salariale qui, on pensait qu'on était autour des 2%, on est vite à 3% en moyenne, et on voit que sur cette année, on est encore à des niveaux de 4% de masse salariale, avec voilà, des contraintes exogènes qui nous sont imposées par l'État. Donc ça, c'est à prendre en compte. On se retrouve aussi... il faudra en tout cas qu'on creuse aussi encore plus avec l'intercommunalité, retrouver les équilibres. Je le dis, ça va alimenter votre programme, Bernard, mais voilà. Il faut à la fois faire attention à ces hausses de masse salariale, il faut à la fois réduire notre patrimoine, il faut à la fois renégocier un pacte fiscal avec Budget Sud pour poursuivre ce qu'on a déjà bien engagé, mais aller encore plus loin, soit via des transferts de compétences, soit via les attributions de compensation, parce qu'on est toujours sur ces sujets de charge de centralité. Il faut espérer que le national ne vienne pas nous impacter avec des contributions exceptionnelles qui n'ont aucun sens et qui ne respectent pas tout le travail qu'on mène. C'est sûr qu'on ne pourra pas engager. Il faut aussi assurer la CAF net nécessaire pour entretenir notre patrimoine au bon niveau, parce qu'on voit bien que 500 c'est le minimum, 500-600, mais il faudrait aller au-delà. Et on ne pourra pas engager des grands travaux. Il faut finir tout ce qui a été engagé, notamment en plaine sportive, et puis s'occuper encore et encore de notre patrimoine. Je prends l'exemple du gymnase Morin, il faut refaire la toiture. Enfin, il y a plein de sujets que je peux mettre sur la table. On peut se dire, bah tiens, ouais, c'est sûr que ça ne fait pas rêver de refaire le toit du gymnase Morin. Politiquement, ça ne fait pas rêver, mais d'un point de vue opérationnel, eh bien, on voit que c'est un gymnase qui est surutilisé, des associations qui en ont besoin chaque jour. Eh bien, ça fait partie de notre responsabilité de devoir entretenir ce type d'équipement. Et tout de suite, vous êtes à des sommes importantes. Je prends l'exemple du Morin, c'est vite 3 millions d'euros si vous voulez refaire le Morin aux normes d'accessibilité, de sécurité, d'isolation aussi, parce que si on veut aller dans la partie économie d'énergie et puis réduire nos impacts environnementaux, quand vous commencez à travailler sur ce type d'équipement, vous êtes vite à 3 millions. Les chiffres vont très très vite. Les coûts des matériaux, les coûts des bureaux d'études, ça prend vite du volume. Et il faudra demain, en tout cas, être en capacité de financer ce type d'opération.
Et j'aimerais qu'on le fasse pas seul et que, encore et encore, on va me dire que je sollicite trop l'intercommunalité, mais on a besoin de la force du territoire pour nous aider à entretenir ces équipements qui sont utilisés par tous les habitants de Bugey Sud. Questions, remarques, même de l'équipe, si vous avez, sur ce DOB? Non? Merci Richard, merci Anthony, merci à toute l'équipe. Et puis, voilà, tout est passé en ligne. Et s'il n'y a pas d'autres remarques, je vais clôturer ce débat. Et nous allons passer au rapport simplifié, si vous me le permettez. Alors dans ce rapport simplifié, je me permets, il y a une délibération qui est partie un peu trop vite dans ce rapport simplifié. Je vais la sortir cette fois. C'est nous qui allons sortir une délibération, parce que je veux qu'on en débatte. C'est la convention de partenariat sur l'étude de l'opportunité de transfert des équipements culturels et de l'exercice d'une compétence culturelle par la communauté de communes Bugey Sud. On va la sortir pour la passer en détaillé. Et puis, est-ce que vous voulez ressortir une autre délibération? Je vais citer toutes celles qui étaient dans ce rapport simplifié. Il y a la cession du lot des 10 places de stationnement sous l'îlot Baudin, la convention de partenariat, donc l'étude de transfert des équipements culturels qu'on va sortir. Il y a la convention d'objectifs et de moyens entre la communauté de communes et la ville de Belay concernant le projet Fête de la Joie. Convention de partenariat relative aux projets liés à l'alimentation et à la gastronomie entre la communauté de communes Bugey Sud et la ville de Belay. Et nous avons le recrutement d'agents contractuels, accroissement temporaire d'activité. Est-ce que vous voulez sortir une délibération de ce rapport simplifié? Il y avait la D02, on voulait aussi la sortir. La D2. Oui. Donc convention d'objectifs et de moyens entre la communauté de communes Bugey Sud et la ville de Belay concernant le projet Fête de la Joie, c'est ça? Voilà, c'est ça. Allez, on ressort ces deux-là. DOB, pas d'autres questions ça? Richard, tu voulais clôturer? Non, c'est tout bon. Parfait, on avance. Nadine avait donc fait voter le personnel communal et on va laisser la parole à Annie Cluzel sur un sujet qui nous animait aussi tout ce mandat et qui a été piloté par Régis Castin, vice-président de l'intercommunalité en charge du tourisme et aussi de la question culturelle de territoire, où il avait lancé donc ce projet culturel de territoire. Et on arrive un peu au bout de la démarche et je laisserai la parole à Annie pour pas lui casser tout ce qu'elle a préparé. Annie Cluzel, là. Merci Monsieur le maire. Oui, voilà, donc moi je vais changer un petit peu de sujet puisqu'on est dans la Fête la Joie. C'est vraiment le titre exact. Là, il y a une petite erreur dans Fête de la Joie. Il y a un jeu de mots, donc si on pouvait... Fête la Joie. Ah, pardon. D'accord, excusez-moi. Donc, pour revenir à cette première convention, il s'agit d'une convention de partenariat visant à étudier l'opportunité du transfert des équipements culturels et de l'exercice d'une compétence culturelle par la communauté de communes Bugey Sud. Cette démarche concerne, en dehors de Belay, d'autres communes, Culose-Béon, Brigny-Cordon, ainsi que le Sivom du Val-Romey, en lien avec leurs équipements culturels. Donc ces communes ont des équipements, des médiathèques en particulier. Voilà, c'est pour ça qu'elles sont concernées. C'est une convention qui devra être co-signée par tous ces partenaires. Et l'objectif de cette convention, il y en a plusieurs, c'est renforcer le travail partenarial qui a été lancé, développer des projets culturels et patrimoniaux communs, contribuer aux projets culturels de territoire et au schéma de valorisation des patrimoines et mener une étude globale sur une éventuelle prise de compétences culturelles par la communauté de communes. Alors en ce qui concerne les équipements de Belay, je vais les rappeler, il s'agit de l'intégrale, du conservatoire, de l'espace Robert Rameau, de la médiathèque et du cinéma L'Arlequin. Pour les autres communes, il s'agit de la médiathèque de Culose-Béon, du Val-Romey et de Brigny-Cordon et de l'observatoire de la Lèbe. Donc il va y avoir la communauté de communes va lancer à la suite de la signature de cette convention une analyse financière sur l'ensemble de ces équipements. Voilà. Et ensuite, à la suite de cette analyse,
on verra s'il y a effectivement un choix de transférer certains ou pas des équipements et surtout s'il y aura bien une prise de compétences culturelles par la communauté de communes. C'est tout ce que je préconisais au DOB, c'est-à-dire la deuxième action, s'occuper du patrimoine, faire attention à la Massala, mais aussi travailler avec l'intercommunalité sur un potentiel transfert de compétences. Je tiens à saluer le travail de l'exécutif et notamment de Régis Castin qui a lancé ce PCT. Alors nous, on était très impatients sur ce sujet. On aurait aimé que ça aille plus vite, mais je m'aperçois que la thématique de la culture, elle a été portée par certaines communes sur le territoire, Belay notamment, mais toutes celles que tu as citées, et je me rends compte que les maires rattachés à l'Interco, sur la question culturelle, il faut qu'on fasse vraiment beaucoup de pédagogie pour leur faire comprendre ce qui est investi dans la culture, et que la culture, ça n'est pas annexe, c'est pas une notion de loisir, c'est vraiment vital, essentiel pour un territoire. Et je pense qu'il faut acculturer tous les maires, et notamment les prochaines équipes qui vont arriver aux responsabilités, en tout cas ceux qui seront en place, devront vraiment acculturer tout le monde, cas de le dire, à cette thématique qu'est l'importance de la culture, de son impact auprès de la population, des services qui sont proposés à la population, et du coût associé en fonctionnement et en investissement. J'ai pu le voir en conférence des maires. Après, je peux comprendre les maires, hein, ils ont été bousculés sur pas mal de sujets, le transfert de l'eau et de l'assainissement, le SCOT, le pacte fiscal et financier. On a eu quand même un mandat assez salé en termes de complexité de sujets. Et là, on vient avec le transfert potentiel, parce que c'est vraiment l'étude d'un transfert de compétences. Ça sera, comme l'a très bien dit, peut-être pas toute la compétence, ça sera peut-être certains équipements, mais certains n'ont pas aussi pris la mesure que le cinéma de Belay était porté par était propriété de la municipalité de Belay. Donc il faut vraiment qu'on fasse beaucoup de pédagogie, qu'on explique les tenants, les aboutissants. Moi aussi, ça m'intéresse de savoir combien Culose dépense en matière de culture, Brégnier-Cordon et ainsi de suite, mais dites-vous bien que tout le monde n'est pas emballé comme nous sur la thématique. Parce qu'ils ont d'autres difficultés, eux, ils vont gérer leurs problèmes de voirie, ils vont gérer leurs problèmes du quotidien qui ne sont pas toujours sur cette compétence culturelle, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire, notamment à Belay, la médiathèque, le conservatoire, l'espace Rameau, l'intégrale, enfin j'en passe, et tout ça, ça reste des équipements extrêmement structurants de la culture. Régis en a bien parlé, donc on a une étude qui va être lancée. Alors vous allez me dire encore une étude, c'est pas une étude, c'est presque un état des lieux de quel est l'impact de la culture sur le territoire, quel est son coût, qui paye quoi, pour qu'à un moment, on vienne traiter un peu les sujets d'équilibre financier. Et là, pareil, il ne faudra pas qu'on rentre dans un transfert de compétences comme la piscine, parce qu'on aura tout faux. C'est-à-dire qu'on va transférer les moyens, d'accord, et puis on va nous faire le calcul où on va payer 100% des moyens transférés. C'est pas ce qu'il faut, en tout cas, négocier. Donc on n'en est pas sur ces niveaux de négociation, on est vraiment sur un état des lieux, et ensuite viendra la décision. Est-ce que les conseillers communautaires, les maires sont intéressés à un transfert de compétences, oui ou non? Si oui, ça sera peut-être qu'un équipement, avec l'équipe aussi, les ressources humaines associées. Mais pareil, si on repart sur le même calcul que des AC qu'on a pu voir sur la piscine, ça va pas être très pertinent. Donc ça va être les grosses discussions de cette fin de mandat, mais surtout du prochain mandat. Et on est parti sur la thématique de la culture. Mais on peut aussi y mettre la petite enfance. On voit qu'avec la CTG, Sylvie, Nani, sur la convention territoriale globale qui a été impulsée par la CAF, la caisse d'allocation familiale. On avait déjà donc fait, nous, notre CTG au niveau de Belay. Il y a une CTG qui s'est faite au niveau de l'intercommunalité. Et on voit que certains maires, alors déjà, il y a l'obligation des maires de traiter la petite enfance, déjà la compétence petite enfance, donc ils sont un peu tout seuls en la matière. Donc là, ils ont besoin, à un moment, de se rattacher. Et ils demandent à Belay, tiens, comment vous faites, comment ça se passe? Parce que le sujet de la jeunesse, c'est aussi essentiel et important. On voit que Belay propose des
des solutions, des services, mais c'est pas proposé dans toutes les communes de Bugey Sud. Et on voit que des communes sont en demande d'avoir un centre de loisirs, d'avoir de l'accueil jeunesse, d'avoir une mutualisation potentielle sur la crèche. Là aussi, il y a peut-être une compétence qui serait intéressante à étudier à l'échelle de l'Interco. On en parle souvent avec Anthony Barriot, notre directeur général des services. Voilà, donc ça sera des négos, mais nous on essaiera de porter des influences, de mener des réflexions, mais c'est bien qu'on travaille tous ces sujets en commun avec les maires et l'intercommunalité. Mais pour certains, il faut se dire les choses, ça n'est pas leur préoccupation. Et je leur en veux pas, sauf que c'est à nous d'être très pédagogues et de leur expliquer de la situation et le fait que des communes, que ce soit les pôles secondaires ou Belay, on joue un rôle. Je prends l'exemple de la culture, ou Brigny-Cordon sur la petite enfance, qui est en difficulté sur la petite enfance. Comment on les aide? Comment on gère ce service public essentiel? Voilà. Donc, un gros travail qui sera à mener. Et voilà, je tenais à saluer Régis parce que des fois, c'est pas toujours simple de convaincre les uns les autres de s'engager dans cette démarche. Mais on va y arriver. Oui, Richard. Oui, moi je veux profiter de ce moment-là, de cette délib pour donner un avis personnel. Je ne sais pas quel est votre avis, comme on dit dans l'opposition, sur ce sujet-là, d'une étude préalable à tout transfert. Mais on avait fait une démarche avec Dimitri en 2020 qui avait été couronnée d'un succès, puisque la discussion avait duré 15 minutes. Et en fait, le grand principe de cette affaire est le suivant. Si la culture coûte, on va dire, dans notre budget 2 millions, et qu'on couvre des déficits depuis des années, et qu'on considère pour autant que profite de ces éléments une large partie de la population et du territoire autour de Belay, il semblerait évident qu'une réflexion soit engagée là-dessus. Sachant que la culture n'appartient à personne, en tout cas c'est mon avis, là je parle en tant que Richard Benistan, la culture n'appartient à personne, par contre elle est essentielle. C'est-à-dire que c'est par la culture que l'on sort de son microcosme familial, c'est par la culture qu'on découvre le théâtre, qu'on découvre la musique, et que donc on s'ouvre. Donc oui, c'est essentiel, et si c'est 2 millions à mettre chaque année à l'échelle de Belay, et peut-être à l'échelle d'Interco, 2,5 millions, 2,6 millions, avec Culose et les autres communes qui ont été citées, il faut continuer à le faire. Vraisemblablement, deuxième avis, je pense que l'État fera jamais aussi bien que les communes sur ses propres territoires. Donc je pense qu'il faut véritablement une grande motivation des élus sur ce prochain mandat pour éviter les choix partisans ou éviter les précarés, et en se disant oui, effectivement, ça permet à des centaines de gosses d'une génération d'accéder à quelque chose qu'ils ne pourraient pas avoir dans leur famille. Donc c'est extrêmement important. Donc tant mieux si en fin de mandat les élus de la CC sont d'accord sur ce sujet et ouvrent la discussion. Et donc moi j'appelle de mes voeux, en dehors des considérations pécuniaires dont on parle souvent ici, mais véritablement à considérer que c'est un investissement dans le bien-être de la population qui doit être mutualisé parce qu'il est essentiel. On peut peut-être faire des efforts pour ne pas rénover certains bâtiments pendant encore 4, 5, 6, 7 ans, c'est peut-être moins grave que d'arrêter de faire du théâtre, de la musique et d'autres choses de cet ordre. Voilà. La culture, c'est du rayonnement, c'est de l'attractivité pour le territoire. Il faut convaincre tout le monde. On voit Annie et le service culturel qui est allé à la rencontre, qui est allé vers, parce que ça a été ça aussi ce mandat, d'aller vers les maires pour leur expliquer le partenariat avec le conservatoire. Quand on voit le conservatoire de Belay qui fait du hors-les-murs dans les communes voisines, nous on est très fiers de ça, on est heureux de ça. Mais pour certains, on disent bah tiens, Belay finance son conservatoire via ses conventions de partenariat, mais ça n'a aucun sens. C'est pas parce qu'on nous donne 450 € par élève qu'on va combler un déficit qui fait plus de 500 000 €, plus d'un demi-million d'euros. J'essaye de leur expliquer par A plus B. Certains maires l'ont compris. Et quand on voit de la musique, quand on voit les profs du conservatoire et les élèves aller, Annie, tu pourrais mieux en parler que moi parce que tu as suivi ça de près, mais que d'efforts pour convaincre de l'intérêt de mener des actions culturelles au cœur des villages. Et donc ça demande surtout pas de leur reprocher quoi que ce soit, mais plutôt nous d'aller vers, d'expliquer, de faire comprendre que Belay peut être un véritable lien. C'est la commune centre
On ne veut pas tirer la couverture à nous, bien au contraire, mais je vais reprendre un mot, peut-être le seul du mandat du président de la République actuelle, c'est faire l'effet de ruissellement, c'est-à-dire qu'à un moment, que ces services, cette centralité ruissellent bien aussi au cœur des villages, et c'est possible via, par exemple, le conservatoire, mais aussi d'autres compétences. Demain, ça sera peut-être la petite enfance, ça sera peut-être le centre social, et j'en passe. Ils ont tout intérêt à le faire. Ils ont aussi des communes qui ont qui ont augmenté leur population, et ils se retrouvent avec des strates aujourd'hui et des demandes de services. Voilà, où Belay ne peut pas répondre à tout. Alors on aurait aimé faire encore mieux, encore plus fort sur les partenariats du conservatoire. Mais voilà, on va se satisfaire des petites victoires qu'on a pu obtenir, Annie. Et quand on voit les résultats, que ce soit à Parve aussi, Parve Natage, qui a un gros partenaire pour nous sur le conservatoire, Claude Comet s'est engagé avec nous en la matière, et j'ai trouvé ça à la fois pertinent, et j'étais même heureux, fier de voir le conservatoire à Parve Natage se produire. Ça fait vivre un village, c'est un événement, bravo, super. Et elle a pu aussi mener une action concrète, culturelle, dans sa commune. Voici ce qu'on voulait dire. Annie, tu voulais rajouter quelque chose? N'hésite pas. Oui, en dehors du fait que ça permet à des enfants ou même des adultes d'aller vers l'art, etc., c'est aussi quelque chose, la culture, qui relie les gens, leur permet de vivre ensemble, et ça, c'est vraiment très important. C'est ça l'objet, le but de la culture. Je voudrais aussi parler du projet culturel de territoire qui a été lancé il y a quelques années maintenant, et où tout le monde, les élus, mais aussi tous les partenaires, tous les habitants ont été embarqués dans ce projet avec une envie de continuer, etc. Donc ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, c'est vrai que maintenant, on est un petit peu freiné par la réaction des conseillers communautaires qui craignent un peu de s'engager un petit peu plus loin dans une prise de compétences. Mais je pense qu'en leur expliquant bien et leur montrer l'intérêt qu'ils pourraient avoir dans leur propre commune, puisque justement, déjà avec le conservatoire, on a fait déjà l'expérience, et c'est vraiment pour les maires qui ont accepté ce partenariat, et de voir se produire dans leur petite commune. Souvent, ce sont des petites communes qui ont accepté, ce ne sont pas forcément des communes qui ont des gros moyens, mais de voir que le conservatoire se produit chez eux, ça leur fait une animation, on va dire, gratuite, et puis ça permet à l'ensemble des habitants de se rendre compte de l'intérêt de la culture dans les villages. Donc c'est important. J'espère que les conseillers communautaires vont bien mesurer l'importance de cette démarche, puisqu'elle avait été bien appréciée dès le départ de cette mise en place de la démarche du projet culturel de territoire. Donc j'espère qu'on va continuer comme ça. Et le renouvellement des équipes fera aussi du bien, forcément, parce qu'on arrive en fin de mandat. Pour certains, on est peut-être usé de tout ce qui a pu se dérouler, parce qu'il y a eu aussi une grosse charge côté communauté de communes, avec des gros dossiers qui ont été menés, qui ont pris du temps, beaucoup de commissions, de copies, les gens passent, et là on va pouvoir repartir d'un bon pied sur la culture. Je terminerai juste là-dessus. On était à la médiathèque dernièrement, et on est toujours sur le même ratio. J'ai interrogé les équipes de médiathèque. La médiathèque, on est toujours sur 60% de profils qui viennent de hors Belay, de l'extérieur, voire même, je vais saluer mon ami François Moirou, de Yenne, donc des personnes qui viennent de Yenne à la médiathèque de Belay pour, avec leurs enfants, profiter de cet équipement et de ce service, et tant mieux. Voilà ce qu'on voulait vous dire. Bernard. Oui. D'abord sur cette question qui revient toujours sur les 2/3 des... C'est la règle des 2/3, en quelque sorte. Partout, ouais. Que ce soit culture et sport, que les 2/3 des pratiquants viennent, et sans doute les 2/3 des dirigeants aussi, des associations. Tant mieux. Tant mieux. Ça renforce la cohésion de la population. Ça ne fait pas un Belay d'un côté et le territoire de l'autre. Ça contribue à créer consolider des liens qui, justement, peut-être que ça a joué dans l'attitude d'un Régis Castin, qui devient vice-président de
la Comcom et qui lance le projet culturel de territoire, quoi. Donc nous on est très favorable à cette étude à quelques conditions près. Peut-être que la question financière, bien sûr, on la connaît bien, hein, on sait bien le type de j'allais dire, de déficit qu'on enregistre sur un certain nombre de choses. Peut-être que cette question financière, il faut aussi voir comment les autres la vivent. Et ils peuvent dire aussi, mais nos habitants viennent à Belay, ils consomment à Belay, ils viennent à l'école, ils confortent cette dimension de cohérence entre les habitants. C'est pour ça que je dis que la question de l'analyse financière elle est importante, mais elle ne peut pas être unique dans cette étude. Et c'est un petit peu ça que je voulais aborder les conditions de réalisation de cette étude, dans lesquelles il y aura toute l'offre culturelle, hein, ça ne sera pas que financier. Oui, non, mais bien sûr. Nous, au niveau de notre groupe, on aimerait bien être associés, y compris peut-être s'il y a un groupe de pilotage, qu'il y ait une personne de notre groupe qui soit admis. En tout cas, c'est ce qu'on formule comme souhait. Et que effectivement, dans cette étude, peut-être il y a un volet consultation du monde culturel et sportif, parce que pour moi, le sport, c'est de la culture. Hein, et donc, c'est bien un élément qui doit nous questionner, puisque finalement, c'est par le sport qu'on a mis la piscine à la Comcom. Bon. Et donc, c'est bien que quelques années après, sur le volet culture, au sens traditionnel du terme, on se pose la question des équipements. Donc voilà ce que je voulais dire sur donc la consultation du monde culturel. Vous n'êtes pas à la commission de Régis Castin Pardon ? À l'Interco, vous n'y êtes pas à la commission de Régis Castin à l'Interco ? Non, on n'y est pas. Non. Bien. Mais bon, on est ouvert pour y être, effectivement, okay. Dans un tel contexte. Je ne reviens pas sur notre difficulté, nous, à assumer la présence dans un certain nombre de commissions, puisque vous connaissez les chiffres. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on voulait dire sur ce sujet-là. C'est noté, Bernard. On est complètement OK pour travailler sur cette question-là. C'est sûr qu'on est toujours sur ce ratio de 2 tiers et je le dis, à chaque fois on me dit monsieur le maire de Belay, il est un peu mercantile, il regarde beaucoup l'argent, les finances. Oui, mais c'est le nerf de la guerre. Et moi, je représente avec mon équipe les Belaysans. Et quand on va étudier, par exemple, Morin, où il faut mettre 3 millions d'euros, on aimerait bien que le 2 tiers s'applique aussi, parce que sinon, c'est 100% payé par les Belaysans. Et là, c'est pas juste. Et moi, je dois rendre des comptes, comme l'a très bien fait Richard ce soir. Il rend des comptes avec l'équipe à la population. Et il faut aussi qu'on défende le contribuable belaisan qui a apporté... Et tant mieux, il a porté beaucoup pour ce territoire, mais il faut qu'on retrouve des équipes parce qu'on ira vers des croisements de courbes qu'il va falloir anticiper et on ne pourra plus assurer l'entretien courant de tous nos équipements et aussi d'assurer, je le dis, nos services, le bon niveau de service à la population. Deuxième convention, chère Annie, on votera le rapport simplifié. Ouais, on peut voter celle-ci, allez, oui. Qui est contre la convention de partenariat donc pour l'étude de l'opportunité de transfert des équipements culturels? Qui est contre? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité, on passe à la D2, convention d'objectifs pour parler de la fête de la joie. Il y a de la joie. En fait, je reprends encore une fois, c'est bien Faites la joie, s'il vous plaît, parce que voilà, c'est comme ça. Le projet, c'est Faites la joie. Alors c'est un projet qui est porté par le Conservatoire de Belay et auquel s'associe la communauté de communes sur le plan financier. Donc c'est un projet qui va se déployer sur 2 ans, 2026 et 2027.
Il est mené par donc le conservatoire de Belay et puis un chef d'orchestre, un compositeur, voilà, une personnalité qui s'appelle Monsieur Amin Soufari, qui va être en résidence ici pendant tout ce temps-là. C'est un projet qui comprend bien sûr des actions avec les ensembles du conservatoire, des partenaires, d'autres établissements de musique. Il y aura aussi des actions avec les scolaires et avec d'autres types de publics. Et à la fin de tout ce travail, il y aura un opéra participatif qui aura donc lieu au printemps 2027. Donc là, cette convention, la convention entre la CCBS et la ville de Belay pour un soutien à ce projet. Et la CCBS va financer ce projet à hauteur de 4 000 € en 2026 et 4 000 € en 2027. La ville de Belay intervient à hauteur de 6 000 € en 2026 et 6 000 € en 2027. Voilà. Le budget pour ce projet est important, il est de 39 000 €. Voilà, j'espère qu'on va pouvoir réunir les fonds pour mener à bien ce grand projet. Tu peux faire voter. Ah pardon, question. Ah, il y en a deux là. Ah. Et merci, ça va être court, hein. Ça va être court puisque t'espères bien. Hein. T'en as marre, Jacques? Bon. C'est rond. Non, on a voulu justement le sortir pour souligner le caractère très important de ce projet. Parce que finalement, dans ce cadre d'un projet que j'ai jamais vu comme ça, hein, depuis 10 ans que je suis à Belay, on tape en plein sur la question de tous les enfants, tout le public qui soit proche ou moins proche de la culture est concerné par cette question au travers des écoles, ce qui est bien, et d'ailleurs effectivement, et aussi au travers de la mobilisation que tout le monde est appelé à donner. Et donc je voulais saluer le conservatoire pour la façon dont il a aussi porté au dehors, en popularisant ce travail, qui quand même soulignait aussi l'apport de Catherine Ortolan, qui a quand même été un peu une chevrerie ouvrière de cette affaire, hein, j'imagine, en venant parler de ce compositeur, et rappeler qu'il y a 4 ans, elle a fait la paix, les faiseurs de paix, 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus, peut-être avant le Covid, peut-être. Hein, ouais. Donc voilà, donc c'est un peu ce qu'on voulait dire et qu'on voulait saluer sur le fait qu'effectivement, au-delà de l'ensemble et orchestre du conservatoire, il y a d'autres associations qui peuvent être concernées sur ce sujet-là. Voilà, merci. C'est effectivement Catherine Ortolan, hein, qui pilote cette affaire. Elle a eu l'occasion de rencontrer Amin Soufari lors d'un séminaire. Hein, elle était partie en stage, etc. Et c'est là qu'elle a rencontré cette personne. Elle était particulièrement emballée parce que c'est un professionnel, c'est un compositeur. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cordes à son arc, si je puis dire. Donc voilà, c'est comme ça qu'elle est partie sur ce projet. Elle a souhaité voir avec l'ensemble des musiciens du conservatoire s'ils la suivaient dans ce projet, parce qu'elle ne peut pas faire toute seule. Mais c'est un gros travail, un gros projet. J'espère qu'il va aboutir. Voilà, parce que c'est quelque chose qui a un coût aussi. Voilà, donc voilà, comme chaque fois. Elle nous fait bénéficier de ces grands projets. C'est vrai que la fête de la paix, c'était juste avant le Covid et c'était une belle opération. On lui passera le message. Qui est contre cette convention? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité, et on va voter en bloc donc le rapport simplifié. Rapport simplifié, qui est contre? Qui s'abstient? Voter à l'unanimité. Eh bien écoutez, le conseil municipal est terminé. Donc nous vous donnons rendez-vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, chère Catherine, c'est donc le 23
février à 18h30. On vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés pour ceux qui sont en ligne. Encore meilleurs vœux et continuons d'œuvrer et de donner le maximum à Belay, au territoire. À bientôt.